En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam est désigné candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI pour l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025. Seul en lice lors de la convention élective du parti organisée ce mercredi 16 avril, il a recueilli 99,50% des voix. L'ancien patron du Crédit Suisse franchit ainsi une étape importante. Toutefois, son parcours reste semé d'embûches. Certaines demandes de radiation de Tidjane Thiam du fichier électoral ont été rejetées selon une source de la Commission électorale indépendante CEI qui rendra ses décisions d'ici le 20 avril. Seul le procureur peut priver un Ivoirien de sa nationalité, rappelle le porte-parole du PDCI. En parallèle, Valérie Yapo, militante du parti, conteste en justice sa légitimité à la tête du PDCI, évoquant une perte de nationalité. L'affaire sera examinée le 24 avril par le tribunal d'Abidjan. L'avenir politique de Thiam reste donc suspendu à plusieurs verdicts. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la transition militaire au Gabon depuis la chute d'Ali Bongo, le 30 août 2023, est élu président pour un mandat de 7 ans. Il a remporté l'élection avec 90,35% des voix selon les résultats provisoires annoncés le 13 avril 2025. Formé au sein du système qu'il promet de réformer, il est un proche des cercles militaires et familiaux du régime déchu. Son ascension est marquée par une loyauté affichée au pays et une volonté de changement. Entouré des figures influentes du régime Bongo, il bénéficie d'un fort soutien régional et institutionnel. Son élection marque une nouvelle étape dans la transition gabonaise, bien que sa proximité avec l'ancien pouvoir suscite des interrogations sur la réelle rupture annoncée. Et pendant ce temps, de l'autre côté, l'Algérie a exigé le départ sous 48 heures de 12 agents de l'ambassade de France en réaction à la détention en France d'un agent consulaire algérien. Ce dernier est soupçonné d'implication dans l'enlèvement en avril 2024 de l'influenceur algérien Ami Boukos sous le sol français. Paris, de son côté, se dit prêt à riposter face à cette décision jugée injustifiée. La justice sénégalaise envisage des poursuites contre 5 anciens ministres du régime de Macky Sall pour détournement présumé de deniers publics liés au fonds Covid-19. Le procureur général près la cour d'appel de Dakar a annoncé ce 17 avril 2025 que des soupçons graves de détournement de fonds pèsent sur ses responsables. Leurs dossiers ont été transmis à l'Assemblée nationale pour un éventuel renvoi devant la haute cour de justice. Par ailleurs, 27 personnes, dont des hauts fonctionnaires et des figures du secteur de la santé, ont déjà été inculpés pour des malversations liées à la gestion de ce fonds entre 2020 et 2021. Le procureur Ibrahima Ndoye promet de poursuivre les enquêtes pour récupérer les fonds publics détournés. En 2022, un rapport de la Cour des comptes publié avait déjà révélé des irrégularités dans l'utilisation des 700 milliards de francs CFA mobilisés pour la lutte contre la pandémie. Le président togolais Faure Gnassingbé a accepté d'être le nouveau médiateur de l'Union africaine dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé dimanche 13 avril 2025 le gouvernement togolais. Gnassingbé succédera ainsi au président angolais João Lourenço, qui a renoncé le mois dernier à ce rôle qu'il endossait depuis 2022, après plusieurs vaines tentatives diplomatiques pour mettre fin aux hostilités dans la région. L'entrée des rebelles du M23 et de forces rwandaises à Goma, grande ville frontalière de l'est de la République démocratique du Congo, ravive les braises d'un conflit de plusieurs décennies dans la région congolaise du Nord Kivu, au centre d'une guerre d'influence régionale. Le président togolais a donc un grand rôle à jouer pour le dégel de cette crise. À Maïdougouri, au Nigeria, au moins 51 personnes ont été tuées par des hommes armés dans leur sommeil dans la nuit du lundi à ce mardi. L'information est rapportée par des habitants et l'Amnesty International. La semaine dernière, l'Agence nationale de gestion des urgences a déclaré que des hommes armés avaient tué au moins 52 personnes et provoqué le déplacement de près de 2000 autres personnes, bilan de plusieurs jours d'attaques dans le plateau. Cette région est réputée pour des violences entre agriculteurs et éleveurs de bétail. Les autorités du pays n'ont pas encore donné d'informations sur cette attaque et n'a toujours pas été revendiquée.
Le drame a été révélé jeudi par les images tournées par la Coordination générale pour les personnes déplacées et les réfugiés au Darfour. Aucune perte en vie humaine n'a cependant été enregistrée. Cette tragédie intervient après la mort de plus de 300 personnes dans la région au cours de 2 jours de combat. Des civils exclusivement, selon les informations publiées lundi par les humanitaires de l'Organisation des Nations Unies. La guerre qui sévit depuis 2 ans au Soudan continue de causer un lourd préjudice au Darfour. Elle oppose l'armée aux forces de soutien rapide. Le conflit a déjà coûté la vie à au moins 24 000 personnes selon l'ONU, engendrant la plus grande crise humanitaire à l'échelle mondiale et faisant en outre du Soudan le seul pays au monde à été confronté à la famine, alors que les principaux protagonistes peinent à enterrer la hache de guerre. En République démocratique du Congo, une perquisition est en cours depuis ce mardi 15 avril dans l'une des propriétés de l'ancien président Joseph Kabila à Kinshasa. Cette opération intervient dans un climat politique tendu, marqué par de récentes accusations du président Félix Tshisekedi qui soupçonne son prédécesseur d'être le véritable chef derrière l'AFC M23. Le mouvement politico-militaire soutenu par Kigali est actif dans l'est du pays. Une perquisition survient aussi 2 semaines après l'annonce du retour prochain de Joseph Kabila sur le sol congolais. La famille Kabila crie à un acharnement politique. Pour lutter contre l'exploitation minière illégale qui entraîne des pertes de revenus pour l'État et des destructions de l'environnement, le Ghana, premier producteur d'or en Afrique, va interdire à tous les étrangers de commercer sur son marché local de l'or. Les étrangers ont jusqu'à la fin du mois d'avril pour quitter le marché d'échange d'or du Ghana, ont annoncé les autorités. L'objectif de cette reprise en main de cette souveraineté retrouvée est de lutter contre l'exploitation minière illégale qui entraîne des pertes de revenus pour l'État et des destruction immense de l'environnement, notamment sous l'impulsion d'exploitants chinois. Un organisme public, le Ghana Gold Board, a désormais le pouvoir exclusif de réglementer et de contrôler l'exploitation artisanale de l'or qui fait vivre plusieurs millions de personnes, au moins dans ce pays d'Afrique de l'Ouest de 34 millions d'habitants. Lutter contre l'orpaillage illégal était une promesse de campagne de John Mahama, désormais président. Plusieurs établissements pénitentiaires français ont fait l'objet d'incendies de véhicules et celui de Toulon visé par des tirs à l'arme automatique dans la nuit de lundi à mardi, a fait savoir l'entourage du ministre de la Justice Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux qui a affirmé sur le réseau social X que ces attaques illustraient que la République était confrontée au narcotrafic doit se rendre dans l'après-midi au centre pénitentiaire de Toulon pour apporter son soutien aux agents sur place. Selon une source proche du dossier, tout cela semble coordonné et manifestement en lien avec la stratégie contre le narco-banditisme du ministre. Des slogans anarchistes ont par ailleurs été retrouvés sur certains sites. Depuis sa nomination, M. Darmanin affiche sa volonté de mettre à l'isolement les 100 plus gros narcotrafiquants dans une prison de haute sécurité. L'Assemblée nationale est en outre en cours d'examen d'une loi pour sortir la France du piège du narcotrafic qui prévoit notamment la création d'un parquet national anti-criminalité organisée. Selon un communiqué du syndicat pénitentiaire, des véhicules ont été brûlés, des portes d'entrée incendiées et même visées par des tirs d'armes lourdes. Des vidéos rivales sur TikTok révèlent que des sacs de luxe vendus jusqu'à $38 000 seraient fabriqués en Chine pour environ $1 400. Des entrepreneurs chinois y dénoncent les marges élevées des marques occidentales mettant en lumière une production massive en Chine. Cette vague de contenu, souvent en anglais et ciblant les consommateurs américains, survient dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre la Chine et les États-Unis. Tensions exacerbées depuis l'instauration de taxes douanières punitives par Donald Trump dès son arrivée à la Maison-Blanche. Les vidéos diffusées après le 10 avril semblent coordonnées avec des formats similaires et les messages soulignant l'écart entre le coût de production et le prix de vente. Des publications sur INS avancent que le gouvernement chinois aurait levé des clauses de confidentialité permettant aux fabricants de révéler ses pratiques. Cependant, des médias comme New Week appellent à la prudence
transparence, soulignant que certaines affirmations restent difficiles à vérifier. Cette campagne soulève des questions sur la transparence dans l'industrie de luxe et pourrait influencer la perception des consommateurs sur la provenance réelle et la valeur des produits. Rogam.